Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo qui va donc clôturer notre chapitre sur l'eau, notre chapitre de géographie sur l'eau, avec donc cette question, gérer durablement une ressource essentielle, et deux aspects, une politique de gestion durable avec l'exemple de Singapour, et donc des projets ambitieux mais coûteux en énergie. Donc tout d'abord une politique de gestion durable, l'exemple de Singapour. Donc avant toute chose, je vais vous montrer où se trouve Singapour, il faut localiser l'espace géographique dont nous parlons. Donc Singapour, c'est une cité-État qui se trouve en Asie du Sud-Est et qui compte 5,6 millions d'habitants en 2020 sur un territoire assez restreint, un territoire de 728 km². Donc c'est assez petit, vous voyez, c'est euh, une île en fait. Enfin, c'est composé de plusieurs îles différentes, avec une île principale. Et donc, ça se trouve au sud de la Malaisie. La Malaisie, c'est ici. Et là, juste en dessous, vous avez l'Indonésie. Donc c'est entre deux pays différents. Et donc, Singapour, c'est un territoire qui est euh, très urbanisé, avec assez peu de ressources naturelles présentes, notamment de ressources en eau. Donc là, je vous ai mis euh, une photo qui vous montre le quartier d'affaires. Je vous rappelle que le quartier d'affaires, on peut appeler ça le CBD, le Central Business District. On en avait déjà parlé pour Mumbai. Donc le quartier d'affaires avec les grands gratte-ciel, les buildings qui représentent euh, les sièges des grandes entreprises. Et donc, là au large, vous voyez donc l'océan. Et ici, donc la Singapore River, comme je vous ai mis, en fait, la Singapore River, c'est pas un fleuve naturel, c'est un fleuve qui a été créé par les hommes, qui a été creusé. C'est un fleuve artificiel. Et donc la question de l'eau dans cette région se pose, car c'est un État qui est petit, qui est densément peuplé, donc il y a beaucoup de personnes sur un territoire restreint, et donc forcément les besoins en eau vont être importants. D'autant plus que Singapour est une cité-État dont l'économie est grandement tournée vers l'industrie, notamment l'industrie électronique, le fait de construire tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, donc de construire des puces pour les téléphones, des ordinateurs, etc. Et que ces industries en fait ont besoin d'eau pour faire fonctionner les machines et pour faire fonctionner leur production en fait. Et donc, depuis quelques années, Singapour en fait a cherché à trouver de nombreux projets plus durables pour pour pouvoir en fait avoir plus d'eau à disposition. Et donc c'est le projet New Water qui est né. Donc là je vous ai mis un schéma qui est en anglais, donc je vais quand même le commenter avec vous. Un schéma qui est issu donc d'un site du gouvernement singapourien qui vous explique justement comment fonctionne le projet New Water. Donc en fait, comment ça se déroule? En fait, ce projet vise à récupérer les eaux usées des habitants, donc tout ce qui a servi par exemple pour la douche, les toilettes, le lave-vaisselle, etc. Et en fait, le but est de purifier cette eau pour la recycler en fait et la réutiliser. Donc l'eau est collectée une fois que les usines ou même les habitants voilà, utilisent l'eau, elle est collectée. Et ensuite, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où on va la filtrer pour enlever le plus gros des bactéries et des saletés. Puis il va y avoir une deuxième étape euh, qui consiste en fait à nettoyer à nouveau, à nettoyer tout ce qui est lié au virus, aux bactéries qui sont restées encore présentes. Donc une deuxième étape de filtration et de purification. Et enfin, il y a une désinfection dans une usine à travers des ultraviolets. Le but en fait est de tuer toutes les dernières petites bactéries qui auraient échappé aux deux premiers processus pour en faire l'eau la plus pure possible. Et donc ensuite, euh, l'eau est remise sur le circuit pour la consommation humaine ou alors pour les usines. Donc en bas, vous voyez à quoi ressemble donc ce procédé. Dans la main gauche du monsieur, vous avez de l'eau usée avant le procédé New Water. Donc on voit que c'est de l'eau qui est croupie, hein, c'est de l'eau marron avec des saletés contenues dedans et sûrement des bactéries. Et dans sa main droite, euh, comment l'eau ressort après tout ce processus de filtration et de traitement. Et donc on voit que l'eau est vraiment très claire et elle semble assez pure. Il faut savoir que ce procédé
répond à entre 30 et 40% des besoins en eau euh, de la population singapourienne. Donc c'était 30% en 2015, mais ça a augmenté depuis. Donc 30% ici. On voit que sinon il y avait 35% de l'eau qui était importée, c'est-à-dire qu'on achetait de l'eau à des voisins, notamment le voisin malaisien, donc la Malaisie qui se trouve, je le rappelle, au nord de Singapour. Singapour ici et la Malaisie au nord. Un petit peu d'eau de pluie quand même, 20%. Mais voilà, un gros tiers de l'approvisionnement en eau de Singapour passe par ce projet durable, ce projet de New Water. Pour autant, on pourrait apporter une limite à ce projet, c'est que c'est qu'en fait, la population a encore du mal à accepter de consommer de l'eau qui a été recyclée. Ils ont encore du mal à acheter cette eau pour leur propre consommation personnelle. Donc en fait, le projet New Water est encore surtout tourné vers les usines et les industries, ce qui est déjà très bien, hein, parce que ça permet aux usines et aux industries d'être moins gourmandes en eau, de moins polluer. Et vu qu'en fait, on réutilise euh, l'eau usée des usines et des industries, qu'on la recycle, ça évite aussi que les usines rejettent leurs eaux usées dans la mer. Et donc, ça a un impact positif par rapport à la pollution marine, ça a baissé la pollution dans les environs de Singapour. Mais le problème, c'est que voilà, la population est encore un peu frileuse, on va dire, à consommer cette eau usée. Parce que dans l'inconscient, c'est de l'eau, voilà, même si elle a été traitée, c'est de l'eau qui est encore, qui était sale à la base. Donc voilà, il y a encore un petit frein par rapport à ça. Hop, excusez-moi. Donc dans une deuxième et dernière sous-partie, nous allons maintenant parler d'autres projets ambitieux, mais qui sont plus coûteux en énergie que le projet New Water, qui ont une même volonté, hein, une même volonté d'approvisionner des régions en eau, ou des villes ou des territoires en eau, mais qui en fait sont encore très coûteuses d'un point de vue de l'énergie. Donc pour cela, nous allons travailler sur Barcelone. Donc je le rappelle, Barcelone est une ville espagnole qui se trouve au nord, au nord-est de l'Espagne, ici. C'est la deuxième plus grande ville espagnole, après la capitale Madrid, qui se trouve vraiment au centre du pays. Donc Barcelone, c'est quand même 5 millions d'habitants en 2021 et 1,9 million de touristes. Nous allons y revenir sur ça. Barcelone est une ville très touristique. Et donc depuis quelques années, euh, il faut trouver en fait des moyens pour Barcelone d'accéder à de l'eau. Donc là, je vous ai mis euh, une carte extraite de Google Maps qui vous montre un peu la position de Barcelone. Donc Barcelone, c'est tout ce qui est dans la ligne rouge là, tout ce territoire. Et donc c'est une ville espagnole qui est en situation littorale. Vous voyez, ici il y a un port, c'est le grand port de Barcelone qui permet soit de faire des croisières, donc pour les touristes de venir et de repartir, ou alors d'un point de vue de l'économie et du commerce, d'échanger des marchandises avec d'autres endroits du monde. Il y a un grand port, voilà, un grand port commercial à Barcelone. Et donc Barcelone, c'est une ville qui est connue pour notamment certains éléments architecturaux comme la Sagrada Familia, une très fameuse cathédrale. Elle est connue pour ses plages aussi, notamment celle-là, la Playa de Barceloneta. Excusez-moi pour mon accent espagnol. Et elle est connue pour divers parcs, son climat qui est agréable pour les touristes, etc. Et donc en effet, Barcelone, c'est une ville qui est très prisée par les touristes, notamment l'été. Donc là, c'est une photo qui est issue d'un journal qui s'appelle La Tribune et qui vous montre la plage de Barcelonnette, en effet Barceloneta, celle que je vous ai montrée juste avant, ici, qui se trouve ici, au bord de l'eau, de la Méditerranée. Une photo prise durant l'été, donc on voit que c'est une plage qui est extrêmement prisée des touristes, qui est vraiment bondée l'été. Et donc Barcelone connaît un phénomène qu'on appelle de tourisme de masse, c'est-à-dire que c'est un endroit qui plaît énormément, où, euh, où la vie n'est pas forcément extrêmement chère pour les touristes, en tout cas pour voyager, c'est pas forcément extrêmement cher d'y aller. Et pour différents aspects positifs, en fait, c'est une ville qui attire et qui attire beaucoup. Je vous le rappelle, en 2021, il y a eu 1,9 million de touristes à Barcelone. Et donc forcément, se pose la question de l'eau. Aussi bien pour les habitants, 5 millions d'habitants, que pour les quasiment 2 millions de touristes qui arrivent chaque été et chaque année à Barcelone. Il y a la problématique de l'eau. Et donc la ville de Barcelone
a eu il y a quelques années l'idée de créer une usine de désalinisation, ou alors on peut dire aussi dessalement, pour répondre justement à ce besoin en eau douce de sa population et des touristes qui viennent. En fait, il faut savoir que Barcelone, l'été, c'est un climat très sec, avec peu de précipitations. Donc, durant au moins 3 à 4 mois de l'année, il pleut très peu à Barcelone, les ressources en eau se font plus rares, et donc il fallait trouver un moyen de renouveler cette ressource. Et donc, il y a une usine qui a été créée de désalinisation. Je rappelle que la désalinisation, par définition, c'est un processus qui permet d'obtenir de l'eau douce à partir d'eau salée. Comment ça fonctionne? Donc là, c'est extrait d'un reportage que je vous montrerai en classe, hein, un reportage assez court sur la création de l'usine en fait. Donc l'usine est à côté de Barcelone, elle n'est pas dans Barcelone même. Ce qui se passe, c'est que à 2,2 km du large, ils ont créé et enfoui de gros tuyaux, de grosses canalisations, enfouis à 25 mètres de profondeur, vous voyez. Et donc en fait, ces gros tuyaux pompent de l'eau salée de la Méditerranée, la ramènent dans l'usine, et ensuite dans l'usine, il y a un processus de traitement pour séparer le sel de l'eau, et pour obtenir donc de l'eau douce. Euh, c'est une eau qui est surtout tournée vers les usines, là aussi, même si elle est aussi réintroduite dans l'eau courante de la ville de Barcelone pour les habitants. Mais le problème, en fait, c'est que pour faire fonctionner cette usine de dessalement, il faut utiliser beaucoup d'énergie électrique, 10 fois plus que certaines usines, ce qui fait qu'en fait, le bilan environnemental et le bilan écologique n'est pas forcément très bon. Ça part d'une bonne intention, réussir à renouveler une ressource en eau, mais le résultat écologique n'est pas forcément positif. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer qu'il y avait aussi d'autres projets que celui de Singapour, des projets très ambitieux aussi, mais que ces projets ne respectent pas toujours la planète. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce chapitre sur l'eau. J'espère que tout a été clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment m'envoyer un mail, je reste à votre disposition. Et nous retravaillerons ça juste après les vacances, avec des activités en classe. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.